Bonjour à tous. Eh bien, nous allons commencer un quart d'heure avant le quart d'heure toulousain. Enfin, 5 minutes avant le quart d'heure, la fin du quart d'heure toulousain. Beaucoup d'entre nous ne sont pas encore là, mais on a quand même un emploi du temps assez chargé, comme vous avez pu le constater sur le programme. Donc, je vous propose de commencer maintenant, surtout qu'on a l'honneur d'avoir le professeur Guy Laurent qui va venir nous faire une introduction juste après moi. Je me présente, je suis Guy Bouguet, je suis le président cofondateur de l'association France Lymphome Espoir et je suis très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui à Toulouse. C'est notre deuxième colloque national sur les lymphomes et les hémopathies malignes. Le programme de la journée, comme je le disais, va être assez chargé. Il est composé de sessions plénières dans la matinée et en début d'après-midi. Donc la matinée sera focalisée sur le parcours du lymphocyte, le parcours du médicament. Et en début d'après-midi, on a juste un inversement de programme. On commencera par la RCP, qui est la réunion pluridisciplinaire qu'on va avoir en direct ici sur la scène avec toute l'équipe des médecins impliqués dans cette RCP, suivi de l'intervention du professeur Zambroski sur l'économie de la santé. Et puis, en dernière partie de la journée, on aura nos sessions, nos ateliers. Avant de laisser la parole donc, au professeur Guy Laurent, je voudrais encore une fois vous remercier d'être venus ici si nombreux. Je voulais également remercier le comité de pilotage qui nous a permis de monter cette journée. Tous les médecins qui ont été impliqués dans la sélection des thématiques qu'on va couvrir aujourd'hui. Et puis plus particulièrement le docteur Loïc Isbert qui nous a permis de coordonner ce groupe de pilotage avec ses collègues hématologues et médecins de la région. Il y a une information assez importante. Vous avez l'opportunité aujourd'hui d'avoir des médecins, des hématologues, des spécialistes et des spécialistes français et internationaux sur les pathologies dont on va parler aujourd'hui. Ils sont disponibles pour vous écouter, pour parler avec vous. Donc profitez bien des temps qu'on va avoir, non seulement à la fin des sessions, on a prévu une quarantaine de minutes à chaque fois pour que vous puissiez poser des questions. On va essayer de poser des questions qui, si possible, ne tombent pas dans un domaine très personnel, des questions assez généralistes. Et puis, il y aura ces temps d'échange qu'on aura lors des diverses pauses. Ça, c'est des temps qui sont précieux pour vous parce que vous aurez soit l'occasion de parler, de rencontrer ces médecins qui sont disponibles aujourd'hui, soit d'échanger avec d'autres personnes qui sont ici, des proches, des patients, et échanger sur vos parcours différents. J'insiste, c'est vraiment une opportunité unique pour vous de pouvoir échanger ici toute la journée, et c'est vraiment aussi un des buts majeurs de cette journée. Voilà, donc je vais passer maintenant la parole au professeur Guy Laurent, qui travaille donc au CHU de Toulouse, juste en face, là. Et le professeur Guy Laurent, qui est à l'origine d'un programme très innovant sur le suivi des patients après les traitements et surtout après le cancer. Professeur. Bien. Merci beaucoup Guy de cette introduction. Je suis toujours très ému par ce type de réunion. Déjà l'année dernière, et il y a 2 ans, on avait été très impressionnés par le dynamisme de l'association. On a fait le maximum auprès de nos patients pour qu'ils adhèrent, ils militent. Et je considère que, je vois bien aujourd'hui le succès de cette initiative. Voilà, merci aux intervenants extérieurs, ceux qui viennent. J'ai plusieurs de mes collègues, je pense en particulier à mon ami Noël Millepied, qui est venu nous rejoindre. Alors, je ferai 2 ou 3 mots d'introduction. Le premier me concerne parce que beaucoup de personnes dans cette salle, je les ai soignées, suivies de très longue date. Le temps passe et je suis remplacé par 2 très brillants assistants. Loïc Isbert, qui est par là, et Lucie Aubéric, qui est là-bas.
les deux viennent de l'extérieur, qui montrent que Toulouse n'est pas repliée sur elle-même. Il n'y a pas de repli identitaire dans Midi-Pyrénées. On a même utilisé les services d'une Parisienne, ce qui, pour vous dire, bon, est vraiment un exploit. C'est un projet important, c'est un projet qu'on a décroché du ministère de l'ANR, qui nous a subventionné à hauteur de 10 millions d'euros, c'est tout à fait considérable, pour structurer en fait le projet médico-scientifique de l'Oncopole de Toulouse, qui va ouvrir ses portes dans quelques jours. Nous déménageons sur nouveau site, effectivement, dans le mois prochain. Donc ce projet a plusieurs composantes de recherche fondamentale, de recherche clinique, mais je voudrais insister sur la troisième composante, qui est la composante, en fait, de parcours de soins que l'on a proposé et donc qui a été agréé par les autorités. Et ceci concerne évidemment tout à fait les patients. Donc le parcours de soins, vous êtes, vous, patient, bien placé pour le connaître, pour l'avoir vécu de l'intérieur. Et comme vous l'avez vu, en fait, il se décortique en deux grandes phases. Une phase active de traitement et ensuite, dans le meilleur des cas, et c'est souvent le cas dans les lymphomes, l'après-cancer. Alors le mot lui-même a une sonorité sympathique, mais qui recouvre en fait des réalités un petit peu plus complexes que l'on avait pensé au départ. Donc la phase active de traitement, c'est l'administration de la chimiothérapie séquentielle, avec des problématiques qui tiennent à l'efficacité, effectivement, c'est ce qu'on recherche, puisqu'on a des traitements efficaces pour des maladies chimiosensibles, à condition qu'on fasse ça dans les règles, c'est-à-dire avec un bon tempo et une bonne dose, le moins de concessions possible, en tenant compte toutefois de la toxicité, des effets secondaires et la sécurité, puisque nos traitements sont des traitements dangereux, vous le savez, surtout chez les personnes vulnérables, âgées et comorbides, qui ont d'autres maladies associées. Et enfin, en tenant compte de la qualité de vie qui, on le sait, va retentir beaucoup sur la qualité de vie de l'après-cancer. Alors, quand on a obtenu une réponse, eh bien, on rentre dans cette phase-là. Et cette phase-là, en fait, les hématologues l'ont découvert, j'allais dire, sur le tard. C'est quelque chose qui était beaucoup mieux connu des oncologues ou d'autres pathologies chroniques, avec en particulier un certain nombre d'événements médicaux ou physiques, à commencer par le risque de rechute, mais pas seulement, des effets secondaires, retardés des traitements, des associations comorbides, des maladies qu'il va falloir gérer en fonction de ces antécédents hématologiques. Donc ça, c'est déjà un premier volet important. C'était la seule chose qui nous intéressait dans les suivis au long cours. Et en fait, on passait à côté d'un nombre très important d'autres événements, notamment psychologiques, l'anxiété, très élevée chez les patients, mais qui s'élue assez vite avec le temps. La dépression, juste un chiffre, c'est 15% quand même des patients tout venant, avaient des médianes d'apparition à 2 ans, 3 ans. Donc c'est au moment où on abandonne les malades justement dans le suivi, on les déclare guéris, que les problèmes psychologiques peuvent se passer. Et puis des entités qu'on ne connaissait pas, ou pas bien en tout cas, comme le syndrome de stress post-traumatique, des choses que connaissent bien les psychiatres, notamment des catastrophes ou des agressions, et qui chez nos patients avaient été sous-estimées. Donc ces événements, faut-il encore pouvoir les détecter. Et les suivis classiques ne permettaient pas de le faire correctement. Et puis enfin, et chez les sujets jeunes, en âge actif en particulier, les événements sociaux, et au premier rang desquels la souffrance professionnelle, la difficulté de retrouver le travail ou la difficulté de retrouver son travail pour des raisons de fatigue chronique, pour des raisons de rupture avec le passé professionnel. Juste une statistique, un cancéreux sur 4 en France ne retrouve pas le travail, et ceci, on le sait, représente un facteur risque important pour la situation psychologique précisément, sans compter évidemment les dégâts matériels et éventuellement les distensions de liens conjugaux. L'autre question qui se pose, et je finirai mon intro avec ça, c'est la structuration du système sanitaire. Donc comme vous l'avez pu le remarquer, les centres hospitalo universitaires sont confrontés à un dilemme qui est de traiter tous les patients dans leur périmètre ou d'externaliser les soins. Et depuis une vingtaine d'années, le mouvement a été plutôt dans l'option 2, c'est-à-dire d'externaliser les soins. Et on avait beaucoup d'arguments pour cela. Le premier était bien sûr la commodité, le confort, éviter les trajets, surtout pour les traitements qui sont émétisants. Ensuite, la sécurité, car en cas de problème dans l'intercure, il était plus sûr sûrement pour le patient d'être traité à proximité de son domicile. Et puis aussi, en ce sens que la formation des élèves, l'animation du réseau de soins, un mouvement général d'externalisation des soins dans les autres disciplines faisait qu'on avait besoin de densifier la région avec des établissements de bonne qualité.
Donc nous avons externalisé les soins. Et la bonne question, c'est qu'est-ce que c'est devenu? Et par exemple pour les lymphomes, est-ce que finalement il y a une égalité des chances dans le traitement? Et c'est une question évidemment lancinante quand nous, centre de référence, nous disons par exemple à des patients qui nous sont adressés au premier niveau, eh bien écoutez monsieur, allez vous faire donc traiter chez nos amis ruthénois, Rodez c'est très bien. Voilà. Et donc 20 ans plus tard, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment si bien que ça? Alors, nous avons constitué de ce point de vue-là une cohorte, donc là aussi c'est quelque chose qui est plutôt neuf dans notre culture. On n'est pas les seuls à avoir fait ça, je sais que la région bordelaise aussi a constitué le même outil de travail. Par exemple, je vous montre sur nos résultats, donc on a 420 lymphomes agressifs, lymphome B diffus à grande cellule, c'est la pathologie première des lymphomes. Et comme vous le voyez déjà, très, très intéressant, c'est que nous assurons pour cette pathologie aiguë, dans laquelle il y a beaucoup d'indications de chimiothérapie haute dose et de greffe, seulement 45% de l'activité. Plus d'un malade sur deux donc est traité dans un centre qui n'est pas un centre académique. L'autre résultat de cette diapositive est le fait quand même que nos malades sont des malades âgés, la médiane d'âge est 66 ans, donc on a un tiers des malades de plus de 70 ans, des malades donc comorbides, avec beaucoup d'antécédents cardiaques ou des antécédents de second cancer. Et à titre indicatif, et je le dis peut-être pour mes collègues universitaires, un malade sur 3 de cette cohorte ne serait jamais rentré dans une étude clinique. Donc on a une première observation, c'est que les études cliniques c'est très bien. Ceci dit, c'est très bien pour comparer deux traitements, mais c'est absolument pas le reflet de la vraie vie et de la réalité. Alors on le sait, on le dit, enfin on le mesure jamais, mais enfin 30% c'est absolument énorme, et on peut se demander effectivement si ce qui est dit dans les essais correspond à la réalité. Et je vais vous montrer tout à l'heure pour l'observance que c'est tout à fait faux. L'autre question, c'est justement l'accès aux études dans notre région, qui est pourtant une région, on a une grosse animation, on a une RCP centralisée, on travaille vraiment en étroite collaboration avec les médecins régionaux. Eh bien, on n'a que 10% des malades qui rentrent dans les études. Alors, c'est un peu embarrassant, c'est un constat d'échec, ça, parce que, comme vous le savez, les études, c'est aussi l'accès à de nouvelles molécules, et donc, quelque part, une perte de chance, même lorsqu'il s'agit d'une étude randomisée. Et ce problème d'externalisation des soins a son pendant négatif, on le voit très bien déjà ici, c'est la réduction considérable du nombre de malades qui sont dans les études, et au fil du temps, ça s'aggrave. Voilà quelques données générales. Maintenant, la vraie question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces patients? Est-ce qu'on a une idée? Alors, là, vous avez la courbe de survie de l'ensemble de la cohorte, donc des malades traités en CHU, traités dans les hôpitaux généraux, traités dans les cliniques privées. Donc, on a 3 groupes qui se, à peu près un tiers. Et vous voyez que la survie générale est celle de la population générale des lymphomes. Donc c'est déjà une donnée globale assez rassurante. Maintenant, si je regarde un petit peu un autre paramètre qui est celui de l'observance, et c'est un problème important qui avait été soulevé par quelques études américaines très lointaines qui sont passées totalement inaperçues d'ailleurs dans notre culture qui est obsédée par l'essai clinique. Dans la vraie vie, l'observance des lymphomes n'est pas bonne. L'étude américaine auquel je fais allusion nous dit qu'un malade sur 2 a une réduction d'au moins 15 ou 20% de la dose intensité. Donc clairement, il y a des concessions. Ça, c'est la vraie vie. Et qu'est-ce qu'il en est dans notre région? Qu'est-ce qu'il en est dans notre pays? En pays, j'en sais rien, mais dans la région, je peux répondre. Et il en est qu'effectivement, on a beaucoup de problèmes d'observance, puisque un malade sur 4, 75% à peu près, ont une réduction de dose intensité inférieure à 15%. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de concessions. Et ces concessions sont faites principalement dans les hôpitaux non universitaires. Donc on pourrait dire, 2 questions, est-ce que c'est grave, docteur, d'avoir des concessions? Et deuxièmement, est-ce que ça veut dire que les hôpitaux généraux travaillent mal? Alors à la première question, est-ce que c'est grave, docteur? La réponse est clairement oui. Vous avez ici 2 ans de survie de différence. C'était connu dans les traitements antérieurs du lymphome, et aujourd'hui c'est démontré pour des traitements modernes, en d'autres termes, l'adjonction de rituximab, ce fameux anticorps qui a vraiment amélioré l'efficacité de nos traitements, n'a pas gommé cette différence, et l'observance reste quelque chose d'important. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi les hôpitaux généraux, ou les cliniques privées d'ailleurs, ont un taux d'observance qui est inférieur au centre académique? C'est parce qu'ils n'ont pas la même clientèle. Et ça a été un phénomène, un petit choc quand même, de considérer que ce sont des malades plus compliqués qui vont dans les hôpitaux généraux, ils sont plus âgés, plus comorbides, plus vulnérables, et donc ils ont beaucoup de complications, et la raison pour laquelle il y a des concessions. Une autre chose, c'est la survie. Est-ce que finalement tout ça confère en définitive une inégalité d'efficacité quant à la survie des patients? C'est quand même très important, une question fondamentale. Quand je répète, on envoie un malade se faire traiter dans un centre non académique, est-ce qu'on prend des risques pour lui? Alors si vous voyez les courbes de survie, alors j'insiste là-dessus, alors je dis tout de suite que ces courbes de survie, elles n'illustrent pas la réalité, mais vous allez voir, c'est assez impressionnant.
Car quand on fait une étude univariée, qu'on regarde les résultats bruts, clairement, voilà la survie des hôpitaux généraux. Donc elle se décale très franchement à la fois du privé et des hôpitaux académiques. Alors le privé, on n'en tient pas compte en ce sens que le recrutement des malades en clinique privée est un recrutement de malades jeunes et très peu comorbide et dans l'ensemble peu sévère. Mais là où la différence est très intéressante, c'est le recrutement de la démographie des hôpitaux généraux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui ont des malades beaucoup plus graves, qui fait qu'en multivarié, cette différence n'est pas significative. Donc vous voyez que cette courbe on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, il faut être très très prudent. Et le message général de ce matin est que oui, il y a une égalité des chances dans notre région, que vous soyez traité dans les différents systèmes de santé. Alors, c'est ma dernière diapositive. Une autre question qu'on s'est posée pour la gestion du parcours de soins, et vous verrez, vous avez un atelier qui sera animé par notre infirmière coordinatrice, Mme Compassi, cet après-midi, est le fait de savoir si on peut modifier, améliorer le suivi des patients pendant le parcours de soins en phase active, pendant la chimiothérapie et pendant l'après-cancer. Alors nous avons monté un projet que beaucoup de gens ici connaissent, les malades pour commencer, mais beaucoup de collègues qui s'intéressent maintenant à ça. Ça s'appelle le projet AMA, pour assistance des malades ambulatoires, où on appelle le malade systématiquement à domicile pendant la phase active de traitement. La plupart d'entre vous en ont bénéficié. Et devant le succès de cette formule, puisqu'elle se résume à 260 lymphomes agressifs, 1300 lymphomes, 33 000 appels, 7000 heures de travail, 6 ans d'expérience, donc on commence à avoir quand même pas mal d'infos là-dessus, avec des résultats dont Gisèle vous parlera ce matin, mais bref, positifs. À la fois satisfaction patient, sécurité des soins, observance, réhospitalisation secondaire. Tout ça, il n'y a pas de doute. Mais sur le succès de l'affaire, nous sommes intéressés au même modèle pour l'après-cancer. Et c'est là où on a détecté tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la fréquence incroyable des événements psychologiques, sociaux, médicaux, la surconsommation de soins, le fait qu'on multiplie par 4, par exemple, la consommation de psychotropes dans l'après-cancer. Toutes ces données qui ouvrent des tas de questions, comme, y compris la survie, sont des données complètement aujourd'hui à explorer. Donc on est dans une phase extraordinaire de prospection, et où je suis certain qu'on va trouver des choses pour améliorer la qualité de vie des patients, votre qualité de vie. Alors, la question évidemment à 1000 francs, c'est de se demander si ce système AMA impacte ce qui nous préoccupe le plus, c'est-à-dire la survie. C'est très difficile à savoir. Est-ce que le fait d'appeler les gens au téléphone, est-ce que ça améliore leur survie ? Pour savoir vraiment ça, il faudrait faire une étude randomisée. Nous avons été, de ce point de vue-là, très critiqués parce qu'on n'a jamais voulu le faire. Et pourquoi ? Parce que les 50 premiers malades ont été ravis de la démarche. C'est la première fois que la médecine allait aux malades. Alors que depuis 40 000 ans, la médecine, je dirais, elle attend que le malade vienne à elle. Et ce renversement de choses a bouleversé les gens. Et nous-mêmes, on a été bouleversés par le fait qu'ils étaient bouleversés. Donc nous ne randomiserons pas. C'est comme ça. Après tout, on ne randomise pas les gens qui disent bonjour versus pas bonjour. Le bonjour, c'est mieux. On décrète que c'est mieux. Voilà. Et là, c'est pareil. AMA, c'est mieux. C'est comme ça. Alors évidemment, ça coûte de l'argent, c'est des moyens qui ne sont pas ailleurs, c'est possible, mais ça sera ainsi. Ça, c'est le premier point. Ceci dit, heureusement, les statisticiens font de l'innovation eux aussi. Et ils sortent des techniques, ici le score de propension, qui nous sont capables de détecter au sein de cohortes, d'études rétrospectives et de cohortes, si oui ou non une intervention, telle que celle-là par exemple, d'appeler les malades au téléphone, peut impacter la survie. Et c'est un peu scoopesque parce que ça nous ne l'avons pas publié, il faudrait encore y revoir, le réétudier, mais les premières analyses vont dans ce sens-là, et vous voyez que la différence de survie reste significative pendant les 4 premières années. Donc on a l'impression, oui, que le fait de s'occuper des patients, et c'est une boucle intéressante, une boucle vertueuse, que le fait de soigner la relation, l'éducation, l'attention, l'accueil, est quelque chose qui peut impacter un facteur aussi physique, aussi direct, aussi mathématique que la survie. Donc la médecine est un tout. On en est tous persuadés, mais à des degrés divers. Et je trouve qu'on va dans le sens, si vous voulez, d'une vision holistique du soin en cancérologie, ce qui, je pense, satisfera l'Assemblée et sans doute tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, une fois de plus, merci d'être venu. Merci aussi de participer à tout ça, parce qu'on l'oublie souvent, mais
toutes ces études, qu'elles soient des études directes, comme des essais comparatifs phase 3, que ce soit des études de ce type, même le projet AMA, on demande aux malades s'ils veulent rentrer, comme on dit dans le projet AMA, est-ce qu'ils veulent adhérer à cette approche. Tout ceci ne se fait que par la bonne volonté des malades. Et je pense faire plaisir à mes collègues phase 3, je pense à Noël par exemple, qui est un fanatique de l'étude phase 3, pour dire que il est vrai que quand les malades nous demandent qu'est-ce qu'on ferait à leur place de rentrer dans une étude comparative, on leur dit mais écoutez, ça dépend de vous, en ce sens que ça dépend de l'attitude que vous devez avoir par rapport à la volonté de faire progresser les choses. Donc il est vrai que si nous avons progressé autant, c'est tout autant par l'innovation de l'industrie pharmaceutique, à qui on doit rendre hommage, contrairement à tout ce qu'on raconte dans la presse, aux médecins qui sont, bon, bien sûr, des effecteurs importants, mais peut-être et surtout au volontarisme des patients, qui sont, je dirais, pour l'extrême majorité des cas, des gens volontaires pour aller plus loin, pour faire profiter aux autres de l'expérience et faire en sorte que les générations suivantes de patients soient mieux traitées, mieux accueillis et guéris, si possible. Voilà ce que je voulais vous dire.